L'origine de la psychose, c'est l'absence du nom NON du père, dit Lacan. Le nom du père NOM et NON, quand il n'est pas là, c'est la psychose. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de fusion mère-enfant qui fait qu'il n'y a pas d'autre, et donc l'identité ne peut pas se construire. Et ça met aussi les femmes en porte-à-faux quand elles doivent jouer, ce qui est très fréquent, le rôle de la mère, le rôle du père, c'est qu'elles jouent mal les deux, et le gamin là-dedans est perdu. Oui, voire provoqué, voire tout ce qu'on a pu discuter avant dans les histoires. Il y a un enjeu d'équilibre psychique qui est majeur, je pense. Oui, tout à fait. Bonjour, on se retrouve encore pour un beau voyage avec Hélène Vecchiali. Hélène m'avait gentiment invité sur un de ses livres, on va en parler après, de un zèbre sur le divan. Et là, on va se promener sur les deux derniers. Les deux derniers, c'est celui-là, ça c'est le dernier, Bienvenue en thérapie. Et le précédent, La tragédie des sauveurs. Et vraiment, ça va bien ensemble parce qu'il y a plein de sujets pour les atypiques. Donc, on va balayer tout ça avec Hélène, et je suis ravi qu'elle ait accepté qu'on puisse échanger sur tous ces sujets un peu délicats, des profils atypiques. Évidemment que ça concerne plein d'autres personnes. Les atypiques ne font jamais, comme je dis parfois, que symptômes d'une société, et d'un système, ils n'y sont pour rien, les autres non plus. Mais dans la mesure où ils sont un peu plus denses, un peu plus intenses, un peu plus exacerbés, un peu plus chiants des fois, ou un peu plus gentils, forcément, ils mettent le focus, la caméra, voire le projecteur sur des sujets un peu sensibles. Donc c'est ce qu'on va voir avec Hélène là, pour notre temps d'échange. Hélène, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Fabrice de ton invitation, merci beaucoup. Non, j'en suis très heureux. Ça fait longtemps qu'on échange, mais c'est bien qu'on puisse échanger autour de tes deux livres. C'est ce que je t'ai proposé parce qu'il y a beaucoup de choses qui se croisent. D'ailleurs, ils se parlent un peu, tes deux livres, je trouve. Il y a des ponts entre les deux et ça parle de plein de choses sur les atypiques. Est-ce que tu veux bien, dans un premier temps, c'est toujours un peu compliqué pour moi, de te présenter de la manière qui t'intéresse parce que t'as plusieurs métiers, et puis les différents livres, parce que là, je sais plus combien, c'est 7e, 8e, 6e 8e. Et je suis en train d'écrire le 9e, oui. Pour me présenter, je dirais qu'aujourd'hui, je n'ai plus qu'une casquette, c'est la casquette de psychanalyste, même si je n'ai plus de cabinet, mais je crois qu'on reste psychanalyste toute sa vie, donc psychanalyste et autrice, voilà. Tu veux que je te parle des deux livres? Je vais peut-être faire un petit point de making-of sur les deux livres qui sont en lien avec HPI. J'avais le projet d'écrire La tragédie des sauveurs, donc j'ai contacté une maison d'édition qui m'a tout de suite dit oui. Et il se trouve qu'au moment où j'étais en train de contractualiser avec cette maison d'édition, j'ai une éditrice d'une autre maison d'édition qui m'a proposé un déjeuner en me disant « Oh là là, j'ai lu vos livres, je voudrais qu'on bosse ensemble, etc. » Donc je vais à ce déjeuner et je lui dis « Mais voilà, je vais signer un contrat et donc je vais écrire un livre, donc je ne suis pas disponible. » Elle me dit « Mais ça fait rien, plus tard, le prochain, et à quoi vous pensez ?» Et là, tout d'un coup, je lui dis « Ah, je rêverais d'écrire un livre sur certaines psychanalyses qui m'ont vraiment marqué. » « Ah, on signe tout de suite. » Je dis « Non, je suis en train d'écrire. » « Oui, mais ça fait rien, on signe. » Et je me voilà embarquée et à signer un contrat pour 6 mois après le premier, ce qui fait qu'à un moment, je me suis retrouvée, avec mon accord, à la tête de 2 livres à écrire en même temps. Et en toute bonne HPI qui se respecte, j'ai dit « Why not ?» C'est un challenge, c'est génial, plus c'est complexe, mieux c'est, et j'y suis allée.
j'ai réussi, je me suis régalée, mais je recommencerai plus. C'est-à-dire que vraiment, monter en haut de l'Himalaya en string, sans Sherpa et sans bouteille à oxygène, on le fait une fois, mais on le fait pas deux. Donc c'était compliqué. Bon, j'ai découvert que j'avais une capacité à être schizophrène, ce qui était une particularité que j'ignorais chez moi. Et donc j'écrivais les 2 livres en même temps. Il y a des fois, j'étais morte de rire parce que je voyais mon cerveau puis tout d'un coup, il me venait une idée, hop, je le mettais là, enfin bref. Donc c'était un peu particulier. Et voilà, donc c'était pour expliquer comment on peut se mettre tout seul, toute seule comme une grande, dans des situations un petit peu surréalistes. Et en fait, c'est comme ça que je les ai vus, tes livres. Je les ai vus comme un miroir, une stéréo, et j'avais pas cette histoire-là de ta schizophrénie et ton petit voyage en petite tenue sur l'Everest, mais je l'ai vu comme ça, comme un truc qui fait écho sur 2 thématiques. Donc ça tombe bien parce que ça éclaire bien comment j'en suis arrivé à te faire cette proposition-là, sans savoir que c'est comme ça que c'était arrivé. Est-ce qu'on peut parler, parce que t'as eu d'autres livres, mais on voit bien là dans ta trajectoire. Alors parlons des HPI, il y avait un zèbre sur le divan, mais avant t'as fait un truc sur les pervers, t'as fait Silence des femmes sur des choses assez épouvantables. Donc t'as quand même tout un travail de recherche et d'écriture que tu as fait déjà préalablement sur des sujets compliqués qu'on peut retrouver sur ces 2 thématiques aussi. Oui, en fait, ce qui est très émouvant et surprenant pour moi, c'est que d'abord, j'ai jamais rêvé d'écrire. Je connais je ne sais combien de gens, et tu dois en connaître aussi, qui te disent ah, j'ai toujours rêvé d'écrire. Moi, j'ai jamais rêvé d'écrire. Je veux dire, ça m'est tombé dessus par hasard. Et ce qui est très drôle, c'est que je me réveille un matin et j'ai le titre d'un livre. Donc je ne maîtrise pas ça, hein, mais c'est très surprenant. Donc j'ai le titre d'un livre et là je me dis ah ben va falloir l'écrire maintenant. Donc ça c'est le côté amusant. Et tous mes livres partent de faits de société où tout d'un coup j'ai une lecture un petit peu originale et différente de ce qui se dit habituellement, et je me dis tiens, peut-être avec beaucoup d'humilité je vais proposer mes propres interprétations et ça va peut-être faire écho à d'autres personnes et les aider. Voilà, mon objectif c'est vraiment sur des faits de société, avoir un éclairage différent et l'offrir aux gens pour que peut-être ils fassent un pas de côté ou un pas en avant, ou les deux, pour réfléchir autrement à certaines situations, à certains événements. Ben, les livres sont aussi des miroirs, hein. Et quand ce sont des choses aussi sensibles, on voit bien derrière la petite musique, ta vigilance, ton attention sur des sujets délicats et sensibles. Alors, par où je vais commencer? Alors, j'ai commencé celui-là, Bien-être, avec un truc qui est un truc, pardon, avec Julie. Et c'est un sujet qui a un certain nombre d'atypiques vives. Ça va être bien parce qu'on va aborder, enfin ça va être bien pour moi, on va aborder des sujets sur lesquels je mets pas toujours les focus. Et Julie, elle vient te voir et elle a un trouble de comportement alimentaire. Et c'est un sujet qui est très fréquent, peu abordé chez les atypiques, en particulier chez les jeunes filles. Pour les atypiques, des fois, le trouble de comportement alimentaire va être lié beaucoup au ventre, au premier cerveau, à plein. Je vais te laisser compléter sur la partie psychanalytique. Ça peut être la drogue, l'alcool, le sexe des fois pour certaines personnes, mais il y a quelque chose qui est assez fréquent de la manière dont les histoires du corps se passent là, avec des choses qui peuvent être extrêmement violentes, parce que ça peut aller à la mort, bien sûr, et un certain nombre de filles, évidemment pas que HPI, mais aussi HPI sont touchées par cette histoire-là.
Oui, avant, je me permettrais juste à nouveau un focus sur le making-of de mon livre Bienvenue en thérapie. Et là aussi, au départ, quand j'ai discuté avec l'éditrice, donc cette fameuse éditrice qui m'avait invitée à déjeuner et qui voulait me faire signer tout de suite pour ce sujet ou sur lequel j'avais strictement aucune autre idée et pour laquelle j'ai envoyé le lendemain une introduction et un plan. L'idée, c'était juste de raconter ces récits sous la forme d'énigmes policières. La psychanalyse, et on y reviendra peut-être, c'est les gens arrivent avec une problématique et on y travaille vraiment comme une énigme policière en essayant de dénouer et de résoudre l'énigme. Et donc l'idée, c'était 17 récits. Et je me suis dit, ça fait un peu, voilà, ça fait un peu court, enfin froid et juste 17 récits. Donc je me suis dit, je vais y ajouter les 17 concepts psychanalytiques qui vont bien et que je vais vulgariser. Donc 17 récits, 17 concepts, c'était déjà pas mal. Puis je me suis dit, mais c'est pas assez complexe. Donc pour chaque récit, j'ai ajouté 17 films. Et là, finalement, ça a été la plus grande galère. Ça a été de trouver les 17 films, de les résumer, de regarder les films et d'interrompre et de noter sur mon ordi parce que je voulais pas juste faire un résumé comme ça. Je voulais que ce soit vivant, avec des dialogues, et surtout le faire focus sur la problématique que je venais de traiter. Donc voilà comment mon livre est devenu plus complexe et j'espère plus riche. Donc je reviens à l'anorexie. Effectivement, c'est un sujet et cette patiente comme les 16 autres, m'a profondément touchée. Et pour chaque récit, à chaque fois, je commence par montrer ce que je vois dans la salle d'attente, puis les premiers entretiens et les moments d'apprivoisement et du patient et du psy, et puis l'énigme et comment on arrive à la résoudre. Donc j'ai un souvenir précis de cette porte que j'ouvre sur ma salle d'attente et je vois ce petit corps qui effleure à peine le siège et c'est assez bouleversant. Et ensuite, ce qui a été bouleversant, c'est quand je commence à parler avec la maman, puisque c'est une jeune fille qui avait 16 ans et qui était venue avec sa mère, et je pose une question. Au moment où je la pose, je me dis, elle est idiote cette question, mais bon, je la pose, je dis, qu'en pense le médecin traitant? Et la maman me dit, je n'ai pas vu de médecin traitant. Et là, on se dit, la mort rôde vraiment fortement. Donc oui, cette jeune fille était très certainement HPI, non repérée, mais HPI, brillantissime, comme beaucoup de jeunes filles anorexiques. Et on a souvent dit que l'anorexie, c'est les jeunes filles provenaient de ces mannequins qui sont filiformes, squelettiques, et qu'il y a une identification. Je pense pas du tout. Je fais le parallèle avec Antigone et j'ai eu plusieurs autres jeunes filles anorexiques en psychanalyse. Toutes étaient dans une colère face à l'injustice de ce monde, une colère face en vivant des doubles contraintes où on leur disait à la fois sois sexy mais fais attention aux garçons, provoque du désir mais méfie-toi, les garçons sont tous des porcs, sois intelligente mais c'est les hommes qui dirigent le monde et toi t'es qu'une fille. Et donc leur corps incarnait cette dichotomie sociétale dont elles avaient une conscience aiguë. Et la réponse passe par les corps. Ça veut dire que la personne ne pouvant gérer le conflit, en fait, le conflit est internalisé dans le corps et c'est le corps, en fait, qui fait disparaître, comme tu en parles, la féminité et tout ce qui peut advenir de ce que tu viens de dire. Voilà, puisque les femmes sont trop désirables, eh ben, je vais gommer les seins et les fesses
puisque les femmes ne doivent pas vieillir, qu'elles doivent rester belles, et ben moi je vais rester jeune, je vais rester une jeune fille toute ma vie. Donc c'est une lutte contre le vieillissement, contre la féminité et contre le sort des femmes en général. Et donc voilà, c'est une volonté de casser les choses. Et c'est une appétit de la mort. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, je veux pas me tuer, mais ma révolte, elle va passer par ça, par une espèce de mort à petit feu et d'hyper-contrôle de mon corps et de ma nourriture. Donc c'est pas une volonté suicidaire, c'est un contrôle du corps, un peu comme j'en parle parfois pour les filles atypiques qui peuvent faire des TS ou des scarifications, qui est un rapport au corps, du contrôle au corps, de maltraitance au corps, ou de reprendre le pouvoir sur le corps, parce que c'est une forme de prise de pouvoir. C'est comme s'il y a que ça pour trouver une solution à la survie de la personne. Oui, oui, oui. Et puis n'oublions pas que l'étymologie de calories, c'est chaleur. Hein. Et bien, moi, je veux pas d'émotion, je veux pas de chaleur, je veux pas d'amour, je veux rien. Et donc, je vais être froide comme la mort et froide comme l'absence de calories. C'est vraiment une révolte. C'est vraiment une révolte contre toutes les absurdités de la société. Et bien sûr, les HPI ont souvent une conscience bien plus accrue de toutes ces absurdités et donc voilà, c'est une façon de dire je vais utiliser toute mon intelligence, toute ma créativité, toute mon intensité, toute ma force pour incarner physiquement ces absurdités. Et ces jeunes filles sont très souvent, je vais dire entre guillemets, exhibitionnistes. C'est-à-dire que on pourrait penser qu'elles vont se cacher sous des tonnes de doudounes et de grands pantalons. Eh bien, moi, je sais que cette jeune fille venait régulièrement avec des petits shorts moulants, des croc-tops, et vraiment pour montrer. C'est-à-dire que puisque j'incarne inconsciemment ces révoltes, eh bien, je veux que vous les voyiez. Je veux que vous voyiez ça. Donc, il y a une vraie volonté de montrer ces corps cachexiques et squelettiques. Je vais les montrer. Pour une jeune fille qui vivrait ça, qu'est-ce que tu conseilles? Évidemment de se faire aider avec quelqu'un et pas rester toute seule, j'imagine bien. Dans ce que tu dis aussi, ce que j'ai pu observer, il y a toujours quelque chose qui se joue dans la systémique familiale, qui met aussi les parents en tension, à l'épreuve. À la fois, ils servent de punching ball, ils peuvent être démunis, en fait, ils sont embarqués dans les filets. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille qui vit ça aujourd'hui? Alors d'abord, je lui dirais de bien choisir son psy. Je raconte dans l'histoire de cette jeune fille, je raconte que sa première psy était muette. Et dans mon livre, à plusieurs reprises, j'explique que non, les psys sont pas muets. Ils se taisent quand le patient ou la patiente arrive en disant ah ben tiens, il y avait du vent en ce moment où la pluie mouille, les cheveux poussent et le soleil brille. Bon bah le psy se tait parce que si tu veux faire de ça, rien. En revanche, quand la personne arrive et apporte, c'est l'auberge espagnole, elle apporte quelque chose de conséquent en disant hier, je me suis disputée avec ma grand-mère et j'ai eu une crise de pleurs. Ah, alors là, on va pouvoir avoir du grain à moudre et participer. Donc, cette jeune fille me raconte qu'elle allait chez une psy qui était muette. C'est-à-dire que cette jeune fille était en train de mourir dans son cabinet et la psy se taisait. Là, c'est juste inhumain et non-assistance à personne en danger. Donc, qu'est-ce que je conseillerais? Je conseillerais bien sûr d'aller voir quelqu'un qui parle, et de préférence, si c'était possible, une femme, si c'est une jeune fille, une femme qui lui dit que c'est beau d'être une femme et que ça vaut le coup
Et moi, cette jeune fille, je lui ai dit au début, ok, tu es en train de te suicider, mais t'as un paquet cadeau extraordinaire qui est d'être une femme, et tu l'ouvres pas, et tu le vis pas, et tu le refuses. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on voit ensemble ce que c'est qu'être une femme, et puis si ça te plaît pas, c'est moi qui te suicide après, quoi. Voilà. Donc c'était aussi une façon amusante d'alléger la lourdeur de cette situation. Donc c'est vraiment d'aller voir quelqu'un qui va les aider, et surtout qui va les aider à comprendre les origines, c'est-à-dire pourquoi j'ai cette révolte-là, pourquoi je suis dans cette situation, et qu'est-ce qui m'amène à faire cet auto-sabotage mortifère. Merci en tout cas. Enfin, c'est bien de donner des pistes pour les jeunes qui peuvent être perdus, et surtout dans une société qui perd un peu tout le monde, et pour les parents qui peuvent être démunis parce qu'il faut tenir le choc dans ces conditions-là. Il y a un autre personnage sur ce sujet-là, c'est Nicolas, où tu abordes le sujet de l'angoisse de mort chez les enfants. Alors je fais un peu entre les deux, mais aussi avec les atypiques, parce que l'angoisse de mort, elle peut venir très tôt dans les premières années, parce qu'il y a une espèce d'hyper-lucidité sur le monde, sur la finitude, donc sur la mort, donc sur les planètes, donc sur à quoi on sert, sur qu'est-ce qu'on fout là, et puis des fois l'angoisse que les autres sont pas intéressés par le sujet, donc ça peut être assez vertigineux, où les parents, les adultes savent pas répondre à ces questions de la mort, qui est un sujet délicat dans une société qui arrange dans les placards les personnes âgées, qui arrange la mort. Enfin, par rapport à d'autres sociétés traditionnelles, la mort fait symptôme de la société. Et forcément, des enfants qui sont des baromètres, des thermomètres, et qui perçoivent sans forcément avoir un processus intellectuel pour soutenir ça, peuvent être en grande panique sur ce sujet de la mort. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en fait ce que tu as vécu, ce que tu as vu de ce Nicolas aussi, qui parle des autres enfants sur l'angoisse, que ça soit les garçons ou les filles, même si les uns et les autres vivent pas forcément les choses de la même manière. Oui. Alors dans ce cas-là, le Nicolas, le petit Nicolas, avait un problème parce que sa grand-mère était en train de mourir et on le lui cachait. Mais d'une façon plus générale, bien évidemment que souvent et surtout les enfants HPI ont une conscience aiguë de toutes les questions existentielles, hein, la mort, la maladie, la solitude. Là, ce petit garçon était très émouvant parce qu'il avait parfaitement compris mon rôle, et très vite il me disait « Ah, mais c'est super de venir te voir parce que je mets tout ce qui va pas, je le mets sur ton bureau, et après comme ça moi je suis débarrassée et je peux rentrer chez moi, et je t'ai tout laissé, j'ai tout posé là. » Donc il avait tout compris. Et un jour, il découvre qu'effectivement, on finit, grâce à la participation des parents, je finis par les convaincre de parler à leur fils du fait que la grand-mère était en train de mourir. Et la grand-mère meurt, donc il vient plus pendant quelques jours, puisqu'il y a l'enterrement, etc. Et lorsqu'il revient, contrairement à d'habitude, il est furieux. Alors que d'habitude, il rentrait dans le bureau tout sourire et vraiment ravi. Et là, il rentre et il est furieux et il me dit oui, mais moi, je vais mourir aussi. Et là, toi, tu pourras rien. Sous-entendu, je vais pas pouvoir déposer ça sur ton bureau et repartir et aller mieux comme les autres fois. Là, tu vas rien pouvoir faire pour moi. Et donc, j'ai un moment de recul en me disant effectivement, il a raison. Et là, je lui dis oui, moi aussi. Tu vas mourir, oui, moi aussi je vais mourir. Et là me revient une phrase de Dolto qui est venue à mon secours, et je lui dis mais on ne meurt que lorsqu'on a fini de vivre. Donc est-ce que tu as fini de vivre toi? Il me dit ben non.
Ah, bah alors tout va bien. Et il est reparti tout joyeux avec cette jolie phrase de Dolto. On ne meurt que lorsqu'on a fini de vivre. Ce qui est magique, ce qui est magique, tu montres la magie de la parole et des mots. Si tu trouves les bons mots au bon endroit, les mots libèrent. Oui, Mais ouais. faut être bien branché, hein. C'est que ça, faut être bien branché quand même, hein. Parce que Là, ce tu parles. jour-là, il fallait bien réagir là, parce que le pauvre, il était au 36e dessous, et moi, quand il m'a parlé aussi. Mais bon, j'ai eu un sursaut. Mais c'est une belle histoire, hein, de ce Oui, Nicolas et oui, des valeurs et beaucoup d'atypiques enfin beaucoup de jeunes sont confrontés à des choses banalisées, ignorées, non dites, mais aussi tues. Et en fait, il vaut mieux accompagner la parole plutôt que d'ignorer le réel, surtout avec des atypiques. Vraiment, surtout parce que ça peut être très traumatisant. oui, oui. Dans la même veine, il y a aussi Marie, et le thème c'est Marie, son corps parle. Alors forcément, je parle tellement du corps dans le monde des atypiques et encore plus dans le monde des femmes atypiques, plus que des hommes, du fait de la construction, de la fabrication, de la destination, tout ce que le créateur a mis comme logiciel en plus. Qui foutent un peu le bordel quand même avec les émotions et ce à quoi sont exposées les femmes, et en particulier dans leur corps qui est beaucoup plus complexe et sert de médiation consciemment ou inconsciemment, comme on l'avait vu avec Julie tout à l'heure. Comment ça s'est passé avec Marie et son corps qui parle? Ben, c'est une petite fille, pareil, il y a un secret de famille, et elle a un psoriasis qui est récalcitrant. Donc le dermatologue ont tout essayé, et puis finalement son médecin traitant qui me connaissait dit bon bah tentative de la dernière chance, allez voir Hélène Vecchiali. Et donc au passage je reprécise que ce livre je l'ai écrit d'autant plus facilement que c'est pas un livre commercial puisque je n'ai plus de cabinet, hein. Donc c'est plus facile pour moi d'en parler, voilà. Et donc Julie arrive avec cette problématique-là, et finalement, ben je découvre que, en particulier dans ses dessins, il y avait toujours des, des, des personnages qui rôdaient, qui étaient noirs. Enfin, il y avait souvent un avion en particulier, parce qu'on lui avait dit que sa grand-mère était partie en voyage. Or, en fait, sa grand-mère était décédée. Donc cette petite fille sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais bien évidemment, elle était trop petite pour poser des questions et pour comprendre. Mais elle voyait bien qu'il y avait un climat qui était très bizarre, en particulier ses parents qui souriaient moins, sa maman, puisque c'était sa grand-mère maternelle qui était décédée. Et donc, de façon incroyablement intelligente, elle avait choisi, bien sûr à son insu et involontairement, un psoriasis. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que elle aurait pu avoir une bronchite, ou elle aurait pu avoir se casser un bras, ou elle aurait pu choisir une autre maladie. Mais le psoriasis, ça obligeait sa maman à venir lui passer de la crème. Or, depuis la mort de sa grand-mère, la maman reconnaissait elle essayait d'être le moins possible en contact avec sa fille, parce que son chagrin était tellement grand qu'elle ne voulait pas le lui montrer. Donc jusqu'à ce que je finisse par parler avec la maman en lui demandant mais qu'est-ce qui se passe dans votre famille, et pourquoi votre fille dessine-t-elle régulièrement des avions noirs. Et là, la maman m'avoue qu'ils ont fait croire à la petite fille que la grand-mère était partie faire le tour du monde en avion, et la petite fille sentait qu'il y avait un truc bizarre, donc l'avion était toujours très noir. Et à partir du moment où la petite fille a su que, ben, en fait, sa grand-mère était décédée, le psoriasis s'est envolé, quoi.
même moi qui suis passionnée de psychanalyse et qui y crois à fond, j'ai été très étonnée. Et à chaque fois, je suis très étonnée parce que c'est spectaculaire. Quand on lève des secrets, qu'on explique aux enfants, bien évidemment, les choses rentrent dans l'ordre. Et j'ai demandé aux parents ensuite de promettre à leur petite fille, à Marie, de plus jamais lui mentir. Et quelque temps plus tard, donc on a arrêté la psychanalyse, ça y est, c'était fini, le psoriasis. Et quelque temps plus tard, la maman m'a appelée pour me dire le petit chat de Marie est décédé pendant qu'elle était à l'école. Et quand elle est rentrée, on lui a dit que le petit chat était décédé et on l'a enterré ensemble. Et Marie nous a remerciés de ne pas l'avoir caché. Ah, c'est une belle histoire, hein. Ah oui, c'est magique. C'est une histoire magnifique. Et le corps qui parle, c'est vraiment un sujet. Alors, ce que j'aime bien, t'en as parlé au début, c'est que derrière chaque histoire, tu mets une contribution plus scientifique. Donc, ça permet, évidemment, pour les atypiques, parce que on a besoin d'aller comprendre des choses et d'aller gratter derrière. Donc, tu parles de la peau secrète en particulier, tu parles d'Anzieux et du moi-peau, et de toute la symbolique de la peau, qui est le dernier des émonctoires, en fait, derrière le foie, les reins et tout ça. Quand tout ça est bouché, c'est la peau qui prend, mais ça peut venir de manière psychologique avec le moi-peau et la peau secrète, ou la peau sécrète, parce que tu joues sur les mots aussi. Tu veux bien compléter sur cette partie-là, pour bien comprendre la symbolique du corps et des messages du corps, dans le non-verbal, mais dans le visible et lisible, si on comprend ce qui se passe. Oui, c'est toute l'histoire de la psychosomatique, hein, et surtout que les gens comprennent bien que psychosomatique, ça veut pas dire c'est délirant, c'est n'importe quoi. Non, psychosomatique, c'est une vraie maladie. Mais c'est une vraie maladie d'origine psychique, c'est-à-dire il y a quelque chose qui coince et donc on va l'exprimer avec son corps. Et souvent, comme je le disais tout à l'heure, le corps ne choisit pas n'importe quelle maladie. C'est-à-dire que ces maladies sont symboliques et ont un sens. Et les maladies de peau, eh bien la peau, c'est la séparation entre moi et le monde. C'est-à-dire que toute notre peau, eh bien, c'est ce qui nous sépare de l'extérieur, et notre personnalité est ainsi protégée. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre moi et le monde pour que tout d'un coup ma peau s'enflamme, et pourquoi j'ai choisi cette problématique-là plutôt qu'une autre dans mon corps, et ça a un sens, et ça a un sens, voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se soigner, hein. Il faut se soigner, mais en même temps, si on comprend le sens, eh bien, le corps a plus besoin de parler, puisque notre bouche va mettre des mots MOTS sur nos mots MAUX, donc les mots MAUX vont disparaître. Et c'est pas la différence, mais la nuance entre l'intérieur et l'extérieur, c'est un sujet très important pour les atypiques. Quand on voit toute la notion d'hypersensibilité, hyperacousie, enfin tous les excès des sens, ou du contact et du toucher avec les fringues, mais on le voit de manière beaucoup plus exacerbée chez les personnes autistes, qui peuvent être en hypo ou en hypersensibilité, hein. Une personne autiste, elle peut, tant qu'elle n'a pas vu sa douleur, elle peut se péter une jambe avec un os qui sort. Tant qu'elle l'a pas vu, elle a pas mal. Bon, après, quand elle le voit, elle hurle. Mais il y a des choses étranges sur le hypo-hyper et sur la question des frontières, ou de la densité, ou de la confusion entre le moi et l'extérieur, qui peut être extrêmement problématique. Enfin, il y a un vrai enjeu sur le corps, et de comprendre le langage du corps, encore plus quand on est des prototypes, encore plus quand on a une multi-exceptionnalité, plus ou moins HPI ou THPI, TSA, TDAH10, c'est-à-dire trouble du spectre autistique, trouble de déficit d'attention, ou le trouble des apprentissages dans tous les 10, voire en plus des problèmes de pathologie, parce qu'il faut pas exclure ça. Ce qu'on a vu là dans l'entretien de la chaîne qui est passée juste avant toi avec Lily Rose, qui a tout ça, plus cyclothymie, qui est un truc assez mal connu
et Dorothée, la maman de Lily Rose, a mis de la documentation. C'est que faut pas exclure qu'en plus de tout le bazar qu'on peut avoir, on peut avoir des sujets de psychopatho, de psychiatrie, et que là, il vaut mieux avoir des professionnels qui tiennent la route parce que c'est super compliqué. Oui, effectivement. Il y avait un autre sujet. Alors, on va continuer avec le corps. C'est un sujet que j'ai étudié il y a longtemps. C'est il y a 30 ans. J'ai tellement étudié de trucs. C'est le jumeau perdu. J'avais rencontré Claude Imbert, qui est médecin il y a une trentaine d'années, qui a été une des premières à écrire sur les jumeaux perdus. Il y a énormément de jumeaux perdus qui sont morts, dont on n'est pas au courant, ou qui sortent avec des cheveux, des os, enfin des trucs pas cool. Mais alors, tu as parlé des jumeaux et du syndrome des jumeaux avec Lucie. Comment ça s'est passé, ton histoire avec Lucie et le syndrome des jumeaux perdus? Eh bien, c'est une maman qui est venue avec sa petite fille de 6 ans, une petite fille toute mignonne, gentille, enfin vraiment, et qui se baladait avec un petit poupon qui s'appelait, une petite poupée qui s'appelait Makoko, qu'elle quittait jamais, sauf pour aller à l'école. Donc déjà, un truc bizarre, quoi, d'être toujours à 6 ans, d'être toujours avec ce petit poupon. Et puis, elle venait parce qu'à l'école, elle avait des comportements étranges. À la récréation, elle se collait à un enfant et les enfants passaient leur temps à la repousser parce que elle savait pas avoir la bonne distance. Donc, quand elle n'avait pas Makoko à l'école, elle prenait un enfant qui faisait fonction de Makoko. Donc, c'était déjà compliqué. Ensuite, donc, je lui propose de se dessiner. Et à chaque fois qu'elle se dessinait, elle terminait. Puis quand elle avait fini, je disais, ça y est, t'as fini? Oui, oui. Et puis hop, elle prenait un feutre, de préférence gris ou noir, et elle dessinait une petite croix à côté de sa tête. Donc je lui disais, qu'est-ce que c'est cette petite croix? Ah, ben c'est une étoile. Ah, ben c'est un balai. Ah, ben c'est une flèche. Ah, ben enfin, elle était incapable d'expliquer la petite croix. Et donc, une fois, 2 fois, 3 fois, bon, je revois les parents et la maman, en l'occurrence, et je demande qu'est-ce qui s'est passé dans la famille. Donc, moi, je fais des hypothèses. Hein. Je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui est mort dans la famille au moment de sa naissance. On lui a pas dit. Donc là, le papa et la maman réfléchissent. Ben non, ta grand-mère, non, ton oncle, ta tante, ta sœur, enfin, voilà. Et puis, bon, et tout d'un coup, je dis, mais comment s'est passée la grossesse? Ben bien. Et là, tout d'un coup, la maman s'arrête et dit, ah oui, mais au départ, il y avait 2 bébés dans mon ventre et il y en a un qui s'est décroché. Et donc, je suggère à la maman d'en parler à Lucie. Et effectivement, à partir de là, les choses se sont arrangées. Et la fois suivante, quand la petite fille s'est dessinée, je lui ai dit, mais tu dessines plus de croix à côté de toi? Elle me dit non, maintenant le petit bébé qui était avec moi est dans mon cœur, j'ai plus besoin de le dessiner. C'est incroyable, incroyable. Ouais. C'est vraiment, c'est pour ça que je me suis régalée à écrire ce livre parce que très souvent on va dire que la psychanalyse sert à rien, que c'est juste intellectuel, qu'on papote, mais que mon voisin aussi il me raconte plein d'histoires, donc je pourrais être psychanalyste, hein, parce que les gens se confient à moi. C'est un vrai métier et c'est très très émouvant. Et moi, je décris ces 17 cas comme, je le disais en préambule, comme des énigmes policières. C'est-à-dire qu'il y a une énigme et il faut trouver la façon de résoudre cette énigme. Et quand on y arrive, c'est juste magique, quoi. Ça n'a rien à voir avec la magie, mais c'est magique. Mais c'est magique parce que c'est pas une question de temps. Quelque part, il y a des clés, et en fait, ce que tu nous expliques, c'est qu'il y a des signes. L'inconscient, le corps, il y a des signes. Par contre, il faut avoir suffisamment de distance, de recul, de proximité pour décrypter les signes sans projeter.
des représentations en consultant le système familial et les enfants. Et c'est la question des jumeaux, c'est très méconnu. Les embryons puis les fœtus gardent cette mémoire, et donc après il y a un mal-être, il y a des angoisses, il y a quelque chose qui va pas. Elvis Presley, je le dis dans mon livre, Elvis Presley avait un jumeau qui est mort à la naissance, et quand il a construit sa maison, eh bien il a tout mis les pièces en double pour le jumeau perdu. C'est exactement. Moi, j'achète des choses en double. Donc, je me suis toujours posé la question pour moi. Ma sœur a des jumeaux. Mon père, il a eu des sœurs jumelles. Enfin, il y a de la gémellité dans les deux branches. Et moi, j'ai étudié ça comme plein d'autres trucs il y a une trentaine d'années. Et je vois, j'ai 2 maisons principales. J'achète des trucs en double. Alors, dans les signes pour les gens, le fait d'acheter en double, le fait de toujours chercher une deuxième paire de chaussettes, de perdu quand il n'y a pas, je crois, dans les signes, il y avait les chaussettes, les vêtements, acheter les trucs en double. Il y a une espèce d'inconscience, mais très très consciente et assez présente sur des choses assez étranges, mais qui parlent toujours de la même histoire. Oui, et des gens qui adorent les sacs à dos. Parce qu'ils sont deux là, eux et le poids de l'autre. C'est incroyable, quoi. Je ne savais pas. Fille, elle avait ma coco et elle a laissé ma coco. C'est ça, elle avait... Je savais pas l'histoire du sac à dos, mais j'ai toujours un sac à dos. Là, t'en as un, là? Pas sur moi, mais quand je sors... oui, c'est quand je sors, oui. Ouais. Mais je crois que c'est important dans ce que tu ramènes. C'est beaucoup de gens ne savent même pas que ce truc-là existe, ce sujet existe, et qu'il est aussi important que ça, et que ça peut permettre de résoudre et de mettre du sens et de la compréhension à ce que va émerger de nous. Et je continue toujours à penser que je veux trouver quelqu'un qui me parle de la vie intra-utérine et de la douance. Ah bah si, tiens, tu parles de ça. Enfin, un de tes invités parle de ça, qui s'appelle, c'est Adèle, le bébé est une personne. Oui. Ça, c'est une belle histoire aussi. Oui, ce bébé qui hurlait. Et grâce à ma fille, j'ai trouvé le film qui allait avec, qui est un film qui s'appelle Pupille. Et je défie quiconque de regarder ce film sans s'effondrer en pleurs, parce que c'est l'histoire d'un bébé qui a été abandonné à la naissance parce que la maman trop jeune. Et donc ce bébé, il est pris en charge. Et avant, il y a un protocole qui fait que on laisse la maman parler à son bébé, lui expliquer qu'elle est obligée de l'abandonner. Et voilà, et elle part. Et là, la maman est seule avec son bébé. Et elle lui dit rien. Et ce bébé parle pas, mange pas, pleure pas, enfin est vraiment. Et à un moment, il est donc à l'hôpital et on lui a mis tout un tas d'électrodes, encéphalogramme, électrocardiogramme, etc. Et voilà, tout est normal, mais sans plus. Et tout d'un coup, il y a l'assistante sociale qui vient lui parler pour lui expliquer que sa maman est obligée de le laisser, mais qui s'inquiète pas, on va lui trouver quelqu'un, et elle lui parle, et là on voit l'électrocardiogramme qui s'affole, l'électroencéphalogramme qui s'affole chez ce bébé qui était quasi inerte, quoi. Et tout le personnel médical autour de ce bébé est en pleurs. Et là, dans l'histoire que je raconte, dans le récit, donc ça c'était le film Pupille, et dans le récit, c'est une maman qui avait commencé une psychanalyse avec moi, et puis qui s'est retrouvée enceinte de son deuxième enfant, et puis le bébé pleure, hurle toutes les nuits, et donc on y travaille avec la maman, et puis là elle découvre qu'elle a vécu, elle, des choses, qu'il y a eu un bébé qui est mort avant elle, enfin bon, et donc elle découvre qu'elle projette sur cet enfant la peur que cet enfant meure. Et donc je lui dis, ça serait bien d'en parler à votre bébé. Et elle me dit, mais il a 2 mois. Je dis, mais ça fait rien. Il va peut-être pas comprendre les mots, mais il va comprendre l'intention.
Puis d'inconscient à inconscient, on ne sait pas ce qui se passe, mais les enfants entendent, les enfants sont des personnes tout de suite. Donc je vous conseille de le faire avec votre mari à côté. Alors elle me dit, oh, bah, déjà que mon mari est complètement affolé par le fait que je fasse une psychanalyse, si en plus je lui dis qu'on va parler à un bébé de 2 mois, et donc elle rentre chez elle, et puis bon, ils en peuvent tellement plus, ils sont tellement épuisés, des hurlements toutes les nuits depuis 2 mois, qu'à un moment ils se disent, bon bah allez, au point où on en est, même si tous les psys sont fous, on va écouter sa folie et puis allons-y gaiement. Et donc voilà le papa et la maman qui parlent au bébé en expliquant, la maman expliquant que ben oui, elle a peur qu'il meure et le fait qu'il hurle toutes les nuits, c'est sûr que ça lui permet d'être sûr qu'il va pas mourir. Mais voilà, elle a eu ce problème dans son enfance, etc. Elle lui raconte tout. Et le lendemain soir, le bébé dort. Et ensuite, depuis, le bébé a tout le temps dormi. Donc, ce qui est drôle, c'est que dans toutes ces histoires, à chaque fois que moi, grâce aux gens, hein, j'ai une humilité immense hein, par rapport à ma position de psychanalyste. C'est-à-dire que si les gens n'étaient pas en confiance et ne me confiaient pas les choses qui me permettent de les aider, ça ne fonctionnerait pas. Hein. Mais à chaque fois que je propose des choses, j'y crois, mais d'un autre côté, je me dis, mais c'est tellement énorme, c'est pas possible que ça marche. Et à chaque fois, ça marche. Donc, je suis tout aussi étonnée que les gens à chaque fois. Ben, moi, je suis sûr que ça marche, vu de chez moi. Je pense que le bébé, il a peut-être 2 mois, mais sa conscience, elle est intemporelle. Si on parle à sa conscience, on peut parler dans le ventre. C'est pour ça que j'espère que je trouverai quelqu'un sur le monde et la vie intra-utérine. C'est-à-dire qu'un bébé, il a la conscience dans le ventre. À tel point que d'ailleurs, il y a des gens, un certain nombre d'atypiques, mais il y a aussi des gens qui voient l'arrivée des bébés avant qu'ils soient nés, qui peuvent dire à une maman, tu vas avoir un bébé parce que je l'ai vu, il attend la porte. En vrai, hein. Et que un bébé, il attend la parole, et possiblement pour moi, des gens ont des traumas qui peuvent venir de la vie intra-utérine, de la manière dont ils ont ou elles ont requalifié des histoires, d'où la nécessité pour moi de faire attention, même quand on est au bloc pour l'accouchement, de faire attention à ce qui est dit devant le ventre de la maman. De la même manière, on peut faire écouter de la musique, alors classique avec des jolies fréquences à un bébé, quand il va pas bien une fois qu'il est né, avec la même musique, il redescend. Hein. Il reconnaît la voix du père, il reconnaît la voix de la mère. Enfin, c'est bien sûr. Et quand je parlais du syndrome du jumeau perdu, j'explique aussi que lorsque dans le ventre de la maman il y a un des fœtus qui est décédé, l'autre se recroqueville dans un coin. Et on pense que même ils doivent le voir parce que en dehors du syndrome du jumeau perdu, on sait que quand tout d'un coup un médecin est obligé de faire une amniosynthèse et donc qui plante l'aiguille dans le ventre de la maman, le fœtus s'éloigne de l'aiguille. Et on pense même qu'il voit. Donc il sent, il voit. Donc il y a vraiment quelque chose qui est très important, quoi. Ah, il y a une première vie, hein. Pour moi, dans le ventre, il y a une Bien première sûr. vie. Et tu parles aussi des travaux de Dolto, effectivement, qui a beaucoup parlé de ça, de l'enfant et le bébé est une personne, et que c'est ce que tu mettais à la 4e. On sait qu'au 4e mois de la vie intra-utérine, le fœtus est sensible à la voix au point de réagir différemment à la voix de sa mère ou à la voix de son père. Et pour moi, il y a un vrai enjeu, et ma question est, quid de la douance pendant cette vie intra-utérine? T'imagines, tu perds ton double, tu perds ton jumeau, tu perds ta sécurité, tu sors, et puis là, c'est pas sûr que tu sois rassuré par ce que tu vois autour de toi. Ça fait quand même beaucoup à survivre quand tu es hypersensible, hyperesthésie. Quel est l'impact de cette vie-là pour les atypiques ou pour les autres? L'impact des traumas? Est-ce que j'ai eu parfois cette question, est-ce qu'on est atypique parce que ça s'est déclenché pendant la vie intra-utérine? Alors on sait que c'est génétique mais pas automatique, mais c'est quand même génétique, mais c'est quand même pas automatique. Moi, mes parents, ils sont pas concernés.
Mais il y a quand même quelque chose qui se passe à cet endroit-là où pour moi on sous-évalue, on prend pas assez en compte toute l'histoire de la vie intra-utérine et de la manière dont d'ailleurs l'accouchement se fait, hein, au passage. Oui, c'est sûr. Après, on peut émettre plein d'hypothèses, hein, mais c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, donc on ne sait pas si le fœtus était déjà HPI et puis qu'après en naissant ça se développe encore plus, ou s'il naît sans être HPI et puis qu'il y a le contexte qui est tel qu'il est obligé de mobiliser ses neurones à toute allure avec une prédisposition très certainement pour survivre dans une famille où il perçoit qu'il y a des choses qui vont pas forcément très bien, quoi, hein. Mais en tout cas, il arrive avec un bagage informationnel assez important. Ouais, c'est sûr. Alors, il y a une chose que je voulais voir par les temps qui courent sur le rôle du père. Ça, c'est avec Benjamin, plutôt vers la fin du livre. Le rôle du père est une fonction structurante. Je trouve ça tellement important par les temps qui courent, non pas pour ignorer la femme et la mère, mais on peut pas protéger les femmes et les mères en dégradant les hommes et les pères. Comment ça s'est passé avec Benjamin? Eh bien, Benjamin, c'est pareil, hein, je raconte ce que je vois dans la salle d'attente. J'arrive et je vois une maman et je savais que c'était un petit garçon qui avait 5 ans ou 6 ans. Et là, j'ai l'impression de voir un petit garçon de 3 ans, quoi. Tout petit bout, là, tout petit, tout mignon, mais vraiment tout petit, tout frêle. Et donc, il arrive et puis il est super agréable, super adorable, enfin, tout se passe bien. Mais voilà, il est introverti, dans les jupes de maman, à l'école on l'entend pas, il fait pas de bruit, voilà, il se mêle pas aux autres, dans la récréation il se met sur le côté. Enfin, un petit garçon pour qui tout va bien, mais qui est pas, voilà, qui arrive pas à se sociabiliser. Et donc, bien évidemment, je lui propose de faire des dessins. Et là, il dessine sa maman, il se dessine lui, et puis il dessine un papa immense. Et donc, voilà, je suis un peu étonnée. Et puis, à force d'avancer, de discuter, et un jour, je dis à la maman, ben, j'aimerais bien voir le papa. Et là, elle me dit, oh, bah, ça va être difficile, il croit pas du tout à tout ce qui est psy, il pense que tous les psys sont fous. J'ai dit, oh ben ça je suis habituée, c'est pas un sujet, donc allons-y gaiement. Enfin, voilà, et je lui dis, mais dites-lui qu'on est une équipe et que je fais partie de l'équipe maintenant et que j'ai besoin de le voir. Voilà, et puis bon, et donc le papa vient me voir et j'ouvre la porte de la salle d'attente et là je vois un géant, quoi, un homme mais vraiment immensissime. Et donc il arrive et puis il me raconte qu'il est, je me souviens plus que ce qu'il est comme métier, chauffagiste, je crois, enfin je sais plus. Et je vois bien voilà, qu'il n'y arrive pas, qu'il est là parce que franchement on l'a amené de force. Et à force de discuter avec lui, il me dit oui, mais je pose des questions, il me répond pas. Je discute avec lui, il me répond pas. Enfin, et il m'explique vraiment qu'il y a aucun lien avec l'enfant, qu'il n'y arrive pas. Et en plus, me dit-il, quand il était bébé, j'osais pas le toucher, j'avais peur de le casser, parce que vous voyez, moi, une main faisait déjà sa taille de bébé, donc je me disais, je vais l'écrabouiller. Enfin bon. Et je lui suggère quelque chose. Je lui dis, écoutez, je sais bien que je suis folle, hein, puisque comme tous les psys, je suis folle, mais vous avez tout tenté, il n'y a rien qui marche, essayez une proposition d'une folle. Donc, je vous suggère de lui dire ce que vous faites en parlant, en disant « je ». Donc, dites-lui un soir, ben voilà, moi au travail, ben voilà ce que je fais comme métier, voilà en quoi ça consiste, puis à la cantine, voilà ce que j'ai mangé, et puis j'ai mon copain Albert que tu connais parce qu'il vient des fois à la maison, et ben on mange ensemble à la cantine, et puis voilà, et il va voir combien vous lui faites confiance en lui livrant des choses de vous-même, et surtout, vous allez lui montrer
un exemple de la façon dont on peut parler à quelqu'un en parlant de soi. Bon, je vois qu'il acquiesce très poliment, il me dit au revoir, il part. Et puis peut-être 3-4 jours après, j'ai un coup de fil, tard le soir, j'allais partir, et j'entends une voix d'homme, et il commence à me parler en m'expliquant qu'il est le papa et de Benjamin, et sa voix se casse un peu, et je me dis, mais il est au bord des larmes, cet homme. Et il me dit, je voulais m'excuser, je suis vraiment désolée, oui, je me suis dit, elle est complètement timbrée, mais voilà, hier soir, en désespoir de cause, je lui ai parlé, et je lui ai dit, voilà, ben, tu sais, aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis à la cantine, j'ai mangé ça, et j'ai même pas pu finir, et il m'a dit, ben moi, à la cantine, j'ai mangé des pâtes, et puis j'ai mangé ci, puis j'étais à côté de ma copine Chloé, et puis ceci, et puis cela. Et je suis vraiment super sidérée, mais tellement, tellement émue. Et depuis, on parle, on discute. Et puis, j'ai invité Albert à voir un match de rugby avec moi. Je lui ai proposé de rester. Il montait sur la table, il criait, il parlait. Presque, je vous demanderais comment on fait pour le faire taire aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est une très, très belle histoire, quoi. Au travers des accompagnements que tu as eus, qu'est-ce que tu dirais de la nécessaire place des hommes pour les enfants et pour les femmes? Alors d'abord, pendant la grossesse, c'est vraiment indispensable que les papas soutiennent leur compagne et accompagnent cette grossesse et vivent cette grossesse en entourant la maman et le bébé, un peu comme des poupées russes, là. Donc, ils sont la grosse poupée russe, et à l'intérieur, il y a la poupée russe avec le petit bébé dedans. À la naissance, je suis pas forcément favorable à ce que le papa assiste à l'accouchement. C'est-à-dire que soit il a envie, soit il n'a pas envie. Mais ce qui se passe à ce moment-là est tellement traumatisant, et il y a un tel sentiment d'impuissance que soit les deux sont d'accord et c'est ok, soit mais il n'y a pas à se plier à une norme parce qu'il faudrait que le papa soit... Non, si le papa, voyant tout ce sang, voyant tout ça, tourne de l'œil ou se retrouve avec des visions d'horreur, à quoi ça sert? Donc il faut vraiment que tout le monde soit d'accord, qu'on prépare ça bien de façon à ce que ça soit pas un traumatisme. Et puis ensuite, c'est primordial que le papa comprenne qu'il y a ce lien fusionnel entre la maman et l'enfant qui est une nécessité, mais il a un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'il ne va pas simplement couper le cordon le jour de la naissance du bébé, il doit le couper ensuite symboliquement. C'est-à-dire c'est à lui, à un moment, de dire « Tu n'es pas qu'une mère, tu es ma femme et je voudrais que tu reviennes dans mon lit parce que ça va permettre de te sauver en tant que femme, ça va permettre de sauver le bébé qui va apprendre un petit peu plus d'autonomie et ça va permettre de sauver le couple. » Et je crois qu'aujourd'hui, les hommes... C'était mon tout premier livre, qui s'appelait « Ainsi soit-il » écrit au pluriel, où déjà je racontais ça. Aujourd'hui, un homme qui tout d'un coup va dire à sa femme « Non, là maintenant, voilà, tu reviens dans mon lit en tant que femme, et je vais t'accompagner pour reprendre cette place, mais c'est important que tu te prives pas de ce rôle et que le couple se prive pas de ce rôle », eh bien un homme qui fait ça peut être très très mal perçu. Ce qui est dommage parce que c'est son rôle. C'est son rôle de faire qu'il y ait du 3. Un enfant et sa mère qui vivent en fusion, eh bien cette fusion entraîne la confusion. Là, l'arrivée du père, ça fait une triangulation, ça fait du 3, ça fait de l'altérité, ça fait de l'autre, et ça sauve tout le monde. L'enfant, la mère, l'homme, le couple, la famille, et c'est vraiment une position indispensable. Et par ailleurs, ensuite, il a la position de la loi, encore aujourd'hui, et malheureusement tous les faits divers auxquels on assiste sont parlants.
il a la position de la loi. C'est-à-dire que il est l'autre, et il a une grosse voix, et quand il dit non, eh bien, c'est plus entendu pour l'enfant, parce que la maman qui l'a porté, qui l'a nourri, qui l'a bisouté, qui a eu des danses affectives avec lui, quand elle dit non, bah, quelquefois, elle n'est pas trop entendue. Donc, c'est vraiment important que la position du père soit respectée. Et dans les couples qui ne sont pas hétérosexuels, dans les couples homosexuels, c'est important aussi qu'il y ait quelqu'un. Hein, c'est comme dans la police, le gentil flic et le méchant flic, j'allais dire, mais c'est important qu'il y ait quelqu'un, et ça peut être, les rôles peuvent être partagés, mais qu'il y ait quelqu'un qui pose la loi et qui dise non. C'est très ingrat cette position. Elle est peu véhiculée malheureusement, avec des effondrements psychiques et des traumas durables pour tout le monde. En fait, les femmes ont beaucoup à y perdre. Et c'est l'origine de la psychose. Hein. L'origine de la psychose, c'est l'absence du nom NON du père, hein, dit Lacan. Le nom du père NOM et NON, quand il n'est pas là, c'est la psychose. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de fusion mère-enfant qui fait qu'il n'y a pas d'autre, et donc l'identité ne peut pas se construire. Et ça met aussi les femmes en porte-à-faux quand elles doivent jouer, ce qui est très fréquent, le rôle de la mère, le rôle du père, c'est qu'elles jouent mal les deux, et le gamin là-dedans est perdu. Oui, voire trop volontaire, voire tout ce qu'on a pu discuter avant dans les histoires. Il y a un enjeu d'équilibre psychique qui est majeur, je pense. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est indispensable pour la socialisation, pour la loi, pour vraiment avoir une vie équilibrée, quoi. Tous les problèmes de famille monoparentale et il n'y a pas que la question de l'homme. On est tous porteurs d'une charge symbolique, surtout quand il y a des enfants qui arrivent. Et si ce sont des enfants atypiques, ça peut devenir très vite des snipers qui vont mettre en tension les parents, qui vont pas les supporter, qui vont voir très vite la situation, et en tout cas pour lesquels les effets vont être beaucoup plus dommageables sur le sujet.